Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes pour cette nouvelle aventure du soir. Les échos qu'on a disent qu'il y a un certain nombre de fidèles qui nous suivent tous les soirs et ça nous fait très plaisir pour cette reprise du film qui vous est proposé pendant la journée et qui permet à ceux qui le regardent le soir de conclure par ce débat. Et on a le grand plaisir ce soir sur le film donc Le Choix d'Ali d'avoir le réalisateur en présentiel avec nous, Amor Akar. Bonsoir à vous. Merci Amor d'être avec nous. Présenter Amor Akar, c'est faire une liste de films, d'une filmographie déjà impressionnante, puisque tu as commencé, on va dire les longs métrages, avec en 92 le Sale temps pour un voyou, qui est un film qui a marqué avec Marina Vladi, Samir Ghesmi, et qui était une histoire d'un gars qui fait un casse et se retrouve dans une église et s'enclenche une discussion avec le prêtre. Oui, juste, je te rectifie 30 secondes, mais je pense que on se voit depuis ce matin et que la journée a été longue. Oui. Mais Sale temps pour un voyou, c'était avec Pierre Lourageau. Oui. Ah oui. Pierre Lourageau, qui avait eu un César à l'époque du Jeune Espoir. Oui. Quant à Marina Vladi et Samir Ghesmi, tu vas pouvoir les évoquer, c'est dans le film Quelques jours de répit. C'est Quelques jours de répit. D'accord. Pardon. Mais tu es pardonné, cher ami. C'est vrai que c'est le soir. D'accord. Donc oui, et puis après donc un peu un arrêt qui dure quand même jusqu'en 2007. Oh, plus qu'un arrêt. Un moment extrêmement douloureux, difficile, je dirais simplement dans le caniveau pendant à peu près une dizaine d'années, c'est-à-dire voilà, où je crois qu'à l'époque, et si tu permets, j'explique un peu, oui, bien sûr. Je pense que je me suis égaré et ça a été d'autant plus douloureux que je crois avoir pris conscience que je faisais du cinéma pas pour les bonnes raisons. Il semblerait que la logique eût été que l'on fasse du cinéma parce qu'on a des choses à dire. Et je crois que moi, lorsque j'ai commencé à faire du cinéma, c'était plutôt pour exister. Exister, bien sûr, socialement, parce que, étant issu de conditions très modestes, d'un bidonville, etc., c'était une forme de reconnaissance. Et j'ai pensé qu'en faisant du cinéma, je pouvais acquérir une reconnaissance. Et forcément, quand on fait quelque chose pour les mauvaises raisons, tôt ou tard, ça vous conduit dans une impasse. Et effectivement, après Sale temps pour un voyou, j'ai enchaîné un autre film qui s'appelait Ailleurs c'est beau, de très belles images avec de très grands techniciens qui sont devenus de très grands techniciens aujourd'hui. Et malheureusement, c'était un film inachevé. Donc, c'était avec Mado Morin, comédienne française de cinéma et théâtre, mère de Patrick Devers. Et ce film a été inachevé. Et je me souviens, on en parlait tout à l'heure, à la fin, j'avais une petite chambre et je dormais à côté de ma salle de montage. Et je cherchais sans arrêt les solutions. Et effectivement, ensuite, ça a été vraiment ce qu'on appelle une vraie traversée du désert qui a duré 10 ans, mais qui a été quelque part salvatrice, puisque je savais à présent pourquoi je souhaitais continuer à faire du cinéma.
D'accord. Important, hein. C'est intéressant. Et 2007, donc effectivement, La Maison Jaune. La Renaissance. La Renaissance, et un film magnifique, hein, d'un homme comme ça qui se retrouve dans la douleur, d'une famille qui se retrouve dans la douleur puisqu'ils ont perdu leur fils qui était au service militaire. Il décide d'aller chercher le corps, et pour aller chercher le corps, il n'a pas les moyens. On est en milieu chaoui, c'est la langue qui est parlée dans le film, et eh bien, il prend un petit tracteur, un tricycle, et le voilà parti sur la route. Et ensuite, il revient, il ramène ce corps, et tout le problème est d'arriver à rendre un petit peu la vie à sa femme, de lui rendre un sourire. Et donc, voilà, il y aura Oui. cette couleur jaune qui viendra Égayer. égayer. Ouais. Et le défi, le challenge pour cet homme-là, si on peut utiliser ce mot challenge, je préfère le mot défi. Le défi pour cet homme-là, c'est qu'après avoir perdu leur enfant, c'est comment sauver sa famille. C'est ça. Parce que la vie doit continuer. Comment se C'est reconstruire. terrible, mais la vie doit se continuer avec, on le sait tous, une recomposition, une redistribution des rôles au sein de cette famille. Et là, sa préoccupation de chaque instant est comment réussir à sauver sa famille. Donc c'est un film qui a pas mal marché, qui a bien tourné, qui aujourd'hui. Qui tourne encore aujourd'hui, oui. Un film vraiment très fort à voir si vous avez jamais eu l'occasion de le voir. Donc quelques jours de répit en 2010, dont on parlait à l'instant. Avec Marina Vladi et Samir Ghesmi. Exactement, voilà. Qui est finalement, c'est un couple d'homosexuels qui viennent d'Iran, qui s'exilent et qui arrivent dans un village comme ça, et ils vont être accueillis par une femme célibataire, et donc se construit toute une relation qui est d'une finesse très impressionnante dans le film. En 2013, La Preuve qui a alors un scénario d'enfer, je trouve, c'est-à-dire que c'est un homme qui s'appelle Ali, qui a un taxi, et puis il prend en charge une jeune femme avec un bébé, et puis tout d'un coup, cette femme l'accuse d'être le père du bébé. Et donc le voilà coincé dans une histoire où sa femme commence à se poser des questions, et où la police aussi. Sachant qu'évidemment, cet homme-là est stérile. Et ça, voilà, alors c'est ça la clé du film. Bien sûr. Oui. Et c'était important pour moi d'évoquer ce sujet, parce que quand j'étais en Algérie, je disais, mais est-ce qu'il existe des hommes stériles? On me disait, non, c'est toujours le problème de la femme. Et puisqu'il est 22h et que c'est un festival, c'est la 3e fois que je viens ici. Et à chaque fois, c'est avec bonheur et plaisir. Mais j'aime aussi ce festival d'Apt pour son humanité, pour sa tolérance, pour sa générosité. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on m'invite, c'est un honneur pour moi de venir. Et aussi, pour détendre un peu l'atmosphère, même si les choses sont très sérieuses. Donc, j'avais un interprète, moi je parle le berbère, assez mal l'arabe, et je demandais donc aux interprètes hommes que j'avais, comment traduit-on stérile? Et il me disait stérile, mkassar. Ah, je dis mkassar, c'est pas ça. Mkassar, ça veut dire handicapé. Et à chaque fois, aucun homme n'était capable de me donner, parce que le mot de stérilité évoquait une peur. Et en fait, c'est une femme. Je suis allé voir des femmes et j'aurais dit, dites-moi exactement le terme pour stérile. Voilà, pour vous raconter, vous dire à quel point la stérilité masculine était quelque chose qui ne pouvait pas exister concernant les hommes. Et c'est bien sûr ce qui m'a donné envie de faire ce film-là. Dernier film avant le choix d'Alice, c'est Celle qui vivra, donc avec 2 femmes, donc une Algérienne et une Française, qui évoquent la guerre d'Algérie et ce qui les a touchés bien particulièrement, puisqu'il y a eu de la mort à la clé. Et donc un film très fort, très émouvant sur cette guerre où il y a eu beaucoup d'œuvres cinématographiques, mais où
à chaque fois, quand même, il y a la possibilité de trouver de nouvelles façons d'exprimer les choses, quoi. Oui, juste quelques mots sur ce film méconnu qu'est Celle qui vivra. Vous savez, quand vous postulez à des festivals, tu le sais bien, en général, on vous envoie un mot pour vous dire votre film n'est pas retenu. Et en ce qui concerne ce festival, j'ai reçu 2 lettres, l'une du festival de Berlin et l'autre de Venise, qui me disaient que le film était dans le dernier tour de sélection et qu'après, malheureusement, il n'avait pas été pris. Et voilà, et c'était des décisions bien sûr très douloureuses, parce que je pense qu'effectivement, s'il existait certaines imperfections, le sujet en lui-même était un sujet très très fort et très intéressant, et sans parti pris, et qui portait un regard extrêmement intéressant sur peut-être ceux qui ne font pas la guerre, mais qui en souffrent beaucoup, et tout autant que sont les femmes. Et donc le choix d'Ali qui porte sur, là encore, un sujet qui est l'homosexualité, qui est un sujet complexe, cette fois-ci en famille musulmane, et qui fait un peu écho à quelques jours de répit. Pourquoi tu as voulu revenir encore sur le sujet de l'homosexualité ? Alors, effectivement, il y a eu ce souhait parce que je trouvais que c'était, dans quelques jours de répit, j'avais abordé à la fois le thème de l'exil et le thème de l'homosexualité. À l'époque, je me souviens que ce sujet m'était venu tout simplement parce que j'avais vu, c'était dans Libération, un jeune Iranien qui avait été pendu parce qu'il était homosexuel. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire ce film. Et je suis revenu à ce sujet-là pour le situer plus précisément dans un monde que je connais, dont je suis originaire. Et j'avais envie aussi, par rapport à la souffrance que d'une part de garçons de confession musulmane et qui étaient homosexuels, qui étaient dans de grandes souffrances. Et puis aussi, j'avoue, j'avais été choqué que quand je discutais de façon simple avec des gens de mon entourage, pour eux, l'homosexualité était une maladie. Et je me disais, mais non, vraiment, il y a nécessité. Il y a nécessité de faire ça. C'est pas possible qu'en 2018, on puisse penser encore que l'homosexualité est une maladie. Et donc, c'est ce qui m'a donné envie, et je crois, en tous les cas, être allé, moi, au bout de cette démarche-là. Alors, on est, comme chaque soir, un binôme avec Tahar Shiraoui, qui donc grand critique tunisien et qui a également des questions à poser. Tahar, tu veux y aller? Oui, en vous entendant tous les deux retracer l'itinéraire de Amorakar, et en parlant des films, je me suis dit que finalement il y a une cohérence dans cette filmographie. Et tu parlais d'exil et d'exil, je sais pas quoi d'autre, enfin oui, et je me rends compte que dans ce film aussi, et dans tous les films d'ailleurs, la question de l'exil déclinée de manière différente, à travers toujours un déplacement, revient systématiquement. C'est-à-dire, il n'y a pas un film, quasiment, tu me corriges, où les personnages ne sont pas amenés à se déplacer. Et là aussi, même si le film se passe en France, et pas entre la France et l'Algérie, ou entre l'Iran et la France, on est quand même entre Paris et Besançon. Et on voit bien qu'il y a une distance, quoi. Parce que le film commence dans un endroit, finit dans un autre. Donc il y a déjà cette idée, à mon avis, récurrente, peut-être je ne vais pas faire de la psychologie ou psychanalyse de bas étage,
qui est matricielle, enfin, je veux dire, qui est à l'origine même de la vie de Amor Akar. Et puis, il y a autre chose qui me paraît revenir de façon aussi systématique et qu'on retrouve ici, et qui, je dois dire, renvoie peut-être à une dimension très romanesque dans le cinéma romanesque. C'est pas juste une métaphore, puisque Amor a écrit aussi un roman, et il est littéraire, je crois il y a quelque chose de très littéraire, et que j'exprimerai de la manière suivante. Il y a presque toujours un secret dans les personnages. Il y a toujours quelque chose d'intérieur, de caché, d'enfui, que, en général, le film, enfin la dramaturgie, essaie d'expliciter. Mais jamais totalement. Il y a toujours quelque chose qui... Alors après, ça prend des formes très différentes, que ce soit dans la preuve, la stérilité, ou dans ce cas-là, l'homosexualité, ou dans la maison jaune, la douleur, enfin, je veux dire, de la perte, etc. Et moi, je retrouve effectivement dans ce film-là, malgré les différences qu'il y a avec les autres, parce que la différence, elle est nette dans on va dire, la forme, dans le ton, mais je crois que là encore, reviennent ces deux, je ne sais pas ce que tu en penses. D'un côté, effectivement, cette distance, ce déplacement, puisque dans le film, on sait qu'il est parti, et quand le film commence, il revient. Et aussi avec quelque chose qui ne se limite pas à son homosexualité. La fin, qu'on ne va peut-être pas forcément dévoiler, parce que d'autres personnes n'ont pas encore vu le film, parce que la fin, c'est une fin, une vraie fin, enfin, je veux dire, au sens dramaturgique du terme, c'est pas une fin anodine, montre que, oui, l'homosexualité, c'est le thème, mais il y a quelque chose de plus secret encore dans le film. Voilà, je ne sais pas si je résume bien les deux. Ces débats comme celui de ce soir sont extrêmement intéressants. Moi, je suis un faiseur de films et pas forcément toujours un penseur de ce que je fais. Et je trouve que t'écouter, effectivement, m'interpelle et me conduit à poser, peut-être, essayer, comme ce sont dans tous les cas des films pour certains anciens, il y a forcément un détachement affectif, donc ça me permet de pouvoir avoir un regard, en fait, sur ces films, d'après les propos que tu tiens. Et effectivement, je trouve que les propos que tu viens de tenir sont cohérents. Effectivement, on retrouve dans chacun, souvent des situations d'exil. Ça peut être un exil intérieur, extérieur, ça peut être une forme de déplacement d'un village à une ville, à une autre, comme c'est dans le cas dans La Maison jaune, ou dans le dernier de Besançon à Paris, effectivement. Et probablement aussi cette douleur. Et moi, la motivation qui souvent me conduit à travailler, à choisir des personnages, c'est effectivement je dirais, cette douleur intérieure que portent en eux certains de mes personnages. Et c'est complexe. Et en t'écoutant, je peux que valider. Même si le mot valider n'est pas très bien choisi, mais je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Je reconnais certaines choses. Je dirais même que l'exil et la douleur sont doubles, parce que dans le film, il n'est pas question simplement de distance entre Besançon et Paris, mais même dans Besançon, oui. On sait très bien qu'ils étaient dans un quartier dont il est question d'exil, très souvent, qui a été détruit. C'est le D408. Le D408, et ils sont dans un autre endroit. C'est-à-dire, il y a tout le temps ces déplacements qui ne sont pas anodins, parce qu'il y a derrière quelque chose de très fort. Et je reviens encore une fois là-dessus. La question de l'homosexualité est une question, évidemment, dans le film qui est importante, mais on sent qu'il y a aussi autre chose. Il y a aussi autre chose qui va peut-être au-delà et qui, explique aussi l'homosexualité. Enfin,
En tout cas, moi, je vois ça comme ça. Ça n'est pas explicite. Ça n'est pas explicite. Elle n'est pas, je veux dire, elle vient pas comme ça. Oui, alors là, j'ai une vision légèrement différente, en ce sens que j'ai vraiment voulu installer cette histoire dans une famille, je dirais presque moderne. C'est-à-dire, j'avais envie aussi de proposer aux spectateurs un voyage à l'intérieur d'une famille musulmane modérée d'apparence. C'est ça, tout à fait. C'est-à-dire qu'en effet, aucun des enfants ne porte le voile. Pas traditionnaliste dans ses apparences, oui. Pas traditionnaliste dans ses apparences. Oui, oui. Et sauf quelques symboles, je dirais, qui les relient à la religion, qui est simplement le moment de la prière du Père. Alors, je souhaitais vraiment marquer ça. C'était une vraie volonté de ma part de marquer ça, pour marquer aussi bien qu'il y ait cette très grande, je dirais, tolérance apparente, pour marquer aussi combien l'acceptation de l'homosexualité est éloignée. Oui, tout à fait. Et je voulais bien sûr éviter la caricature, parce que c'eût été probablement peut-être plus simple d'avoir une mère voilée et un père barbu. Mais ça ne représente pas la réalité. Je voulais, voilà, vraiment, ça c'était un choix. Oui, mais cette subtilité, je pense ou ce souci de cette subtilité, parce qu'on peut ne pas la voir forcément, elle apparaît aussi à travers les personnages traditionnalistes. Le barbu, là, le barbu, qui est un peu, etc., par certains moments, il se comporte de façon, je ne parle pas de sa façon de s'habiller, ça on le sait, avec des trucs américains, etc., mais même dans son comportement de tous les jours, il y a des moments où, effectivement, certains de ses gestes ne disent pas forcément son traditionnalisme. Tout à fait. Ouais. Mais, en tous les cas, ce que je souhaitais, c'était, en ce qui concerne la cellule familiale, donner l'apparence d'une cellule familiale extrêmement tolérante, normale. Voilà. Tout à fait. Et ensuite, effectivement, tu évoquais ce personnage de ce barbu. C'était aussi une forme de fil conducteur. Et qui d'entre nous n'en a pas vu un ou croisé un? On les voit, on les croise et on les reconnaît. Et le barbu, il est à la fois la voix de la religion, on va dire, enfin, en tout cas la religion qu'il se donne, et à côté de ça, c'est l'ange gardien du quartier, quoi. Même dans le film, il a un rôle justement apaisant, etc. Donc il est un personnage un peu clé, qui est justement complètement en dehors du cliché. Oui, mais je crois que d'une autre façon, j'ai raconté un peu, pour un grand nombre, je ne généralise pas évidemment, mais on sait très bien, et on l'a vu dans certains pays, ceux qui ont remplacé les assistantes sociales, c'est les barbus, qui commencent toujours par des actes de grande générosité. Et après avoir tissé ce lien d'indispensabilité, je dirais, ça doit être certainement un barbarisme, mais finissent par attendre aussi le retour, votre retour ou votre adhésion à leurs idées, évidemment. Et donc, ce barbu, il est effectivement, j'ai essayé de ne pas tomber dans la caricature. Voilà, c'était le piège dès lors qu'on montre un barbu, mais évidemment que ce qui l'intéresse, c'est toujours te ramener, quoi qu'il en soit, dans la voie de Dieu. Mais ce qui est peut-être, pour revenir, c'est un personnage qui va nous permettre aussi de rentrer dans le film. Ce qui est intéressant dans ce personnage-là, c'est qu'il a une relation, pas seulement de voisinage, mais une autre, j'allais dire romanesque, dramatique, avec notre personnage principal. Puisque notre personnage principal a connu, dans le passé,
l'actuelle épouse de cet homme-là. Et là, je crois qu'il y a quelque chose aussi, je ne sais pas, quelque chose dans cette histoire-là, dans l'itinéraire de ces deux personnages qui... Alors ça, c'est ce que je souhaitais marquer à travers ça aussi. C'était la grande souffrance de cette jeune femme. Sa souffrance, c'est, comment dire, elle a été probablement amoureuse du protagoniste principal et que ça a dû être pour elle une grande souffrance, une grande souffrance. Et donc, je dirais presque qu'elle s'est jetée volontairement dans les bras d'un autre dont elle sait qu'il n'y aura jamais un soupçon d'homosexualité. C'est d'autant plus dramatique qu'elle s'appelle Houriya. Houriya, il faut rappeler en arabe, ça signifie Houriyat al-Jannah, c'est ces demoiselles de, je ne sais pas comment dire ça, du paradis, quoi. Oui. Mais effectivement, c'est toujours délicat sans veiller à tomber dans la caricature. Mais bien sûr, on essaie d'avoir des personnages et des interactions entre Houriya. C'est pas un hasard si elle est allée, elle a accepté d'épouser cet homme-là. C'est-à-dire que la souffrance, parfois on peut souffrir, évidemment, mais on inflige aussi des souffrances. Et pardon, puisqu'on est toujours dans ce personnage-là, il y a aussi quelque chose qui revient, je crois, 2 fois dans le film, alors je ne sais pas, tu me diras, concernant une espèce de, on va dire, imbécilité de gens comme ça, conservateurs. Quand elle arrive, au début, quand elle amène le café, la première fois qu'on la voit dans le film, il lui parle, elle répond en français. Elle répond en français, et qu'est-ce qu'il dit, lui, mécontent? Il lui dit « une musulmane qui ne parle pas arabe ». Or, c'est une aberration. Enfin, pour ceux qui savent ce que c'est qu'un musulman, ils savent très bien. Je pense même que le nombre de musulmans non arabes est plus grand que celui des arabes musulmans, et que être musulman ne veut pas dire forcément parler arabe. Et je ne sais pas, est-ce que c'est voulu, ça? Oui, c'est-à-dire que c'est aussi toujours à un moment ces contradictions dans lesquelles certains essaie d'entraîner sa femme. Dans ce cadre-là, c'est sa femme, mais il sait très bien que sa femme est une jeune Française qui a toujours vécu ici en France, qui a toujours parlé française. Et à un moment, il lui reproche maintenant de pas parler arabe. C'est ça. Et derrière, je veux dire, c'est toujours le même dessin yin de t'amener vers ce que je suis. C'est pas ce que je suis, c'est ce que la société attend que je puisse, que je renvoie. Et c'est toujours cette démarche-là, c'est-à-dire, en fait, on ne peut pas être soi-même. Et donc on est, si on ne joue pas un rôle, en tous les cas, joue le rôle que j'attends de toi que tu joues pour que le regard des autres qui nous regardent et me regardent en particulier soit satisfait. Oui, tout à fait. Et on est, bien sûr, ça fonctionne un peu comme ça, bien sûr. Oui, ce que tu dis là résonne complètement dans ce personnage d'Ali qui est dans une quête. C'est un peu la quête impossible, quoi. C'est-à-dire que on est vraiment dans la figure du retour. Hein. On voit ça dans Retour à Bolène, etc. Enfin, ce genre de film où une personne ne peut se satisfaire de la voie qu'il a choisie en quittant sa famille et va y revenir pour retrouver quelque part quelque chose de son origine qui va lui permettre de mieux se structurer pour l'avenir. C'est toujours l'origine, c'est toujours un passage quelque part, quoi. Et c'est justement parce que d'ailleurs dans le film, il ne voudrait pas que ça soit qu'un passage que ça ne colle pas, quoi. Bien sûr.
Donc ce choix d'Ali, finalement, c'est un choix qu'il n'arrive pas à faire, finalement. Il a fait le choix de partir, il revient, il fait le choix de revenir parce que son attache ailleurs ne fonctionne plus, donc dans le personnage d'Éric, et puis, paf, ça fonctionne pas non plus, quoi. Donc on est véritablement Oui, là, dans une quête d'appartenance qui ne trouve pas sa... Et là, on pose, j'essayais, en tous les cas, moi, quand j'ai choisi de faire ce film-là, je voulais simplement que, d'une part, j'avais envie d'inviter les gens à découvrir quelles pouvaient être les difficultés, parfois aussi de garçons français de confession musulmane. Certains pourront nous dire que c'était les mêmes, et c'est vrai, il y a 40 ou 50 ans dans nos villages ici, tout autour d'Apt, tout de Besançon, c'est vrai. Mais je voulais aussi une invitation un peu au voyage, c'est-à-dire qu'effectivement, venir découvrir un peu une plongée dans une famille musulmane, dans un quartier où tout ça est montré de façon sans arrêt sur les chaînes de télévision, mais pas de façon caricaturale, mais on ne voit qu'à certaines choses, on ne voit que les façades des immeubles. Donc moi j'avais envie d'une plongée à l'intérieur d'une famille, à l'intérieur d'un quartier. Et aussi là, une chose qui me préoccupait fondamentalement, je me disais que si je pouvais permettre à certains parents qui sont de confession musulmane et qui ont un garçon qui est homosexuel, je voulais simplement leur dire, et qui se posent la question en voyant ce film, est-ce que vous préférez votre fils homosexuel ou votre fils mort? C'était ça qui m'intéressait en fait. Et par exemple, on en parlait tout à l'heure hors du débat, quelques semaines après la sortie du film, j'ai appris dans la presse locale que dans un petit village à côté de Besançon, un jeune lycéen de 17 ans s'était pendu dans la cave de chez ses parents parce qu'ils avaient découvert qu'il était homosexuel. Et je dis que on peut être 1000 fois plus heureux avec un enfant homosexuel qu'avec un enfant mort. Et c'était ça que je voulais simplement dire aux parents, posez-vous, si je peux vous aider à travers ce film à vous poser cette question, et que l'on soit musulman ou autre, et que ce n'est pas dramatique. C'est ça que j'avais envie de dire. Ce n'est pas dramatique que votre enfant soit homosexuel, garçon ou fille d'ailleurs. Ce qui est dramatique, c'est que votre enfant meure. Ça, c'est vraiment dramatique. Et donc voilà, c'était ça en fait, avant toute autre chose, qui m'intéressait d'essayer de faire savoir. Et même si c'est que quelques personnes, et si grâce à ça, j'aurais pu sauver un ou deux gamins, ben j'en serais très heureux. Mais je sais que c'est compliqué. Et moi, j'avais choisi d'aborder ce sujet parce qu'à un moment, c'était extrêmement douloureux d'entendre sans arrêt dire que mais non, l'homosexualité n'existe pas chez les musulmans, mais il est fou, mais ça va pas. Mais non, mais c'est des gens qui sont malades. Je dis, mais il n'est pas malade. Il n'a pas de symptômes. Mais il me dit, mais ça va pas. Et donc, à un moment, et côtoyant, comme je le disais, la souffrance de certains, je me suis dit, mais il était nécessaire de faire ce film et de trouver une articulation pour faire que le message passe au mieux. J'ai essayé de faire au mieux pour que ça reste, comme tu le disais tout à l'heure, et très justement, un moment à la fois de divertissement et en même temps un moment qui nous fasse réfléchir. Olivier, peut-être qu'il y a aussi des questions du public. Allez, Sébastien. Alors justement, Véronique, vous avez en partie répondu à sa question, mais je vais la formuler. Elle se demandait justement s'il n'y avait pas la possibilité qu'il y ait une issue plus positive à la fin du film. J'ai d'autres interventions, d'autres questions. Peut-être je vous laisse répondre au fur et à mesure. C'est que reconnaissez que c'est quand même dur d'être obligé de choisir entre sa famille
et sa vie personnelle. Ali a fait un choix. Je sais que 95% des jeunes garçons de confession musulmane font souvent un autre choix. Ils s'exilent et quittent leur famille. Mais je pense que l'idée du film, c'est que l'issue, c'est dans la tête du spectateur. Puisqu'il s'agit d'une fiction. C'est ça. C'est pas parce que ça finit comme ça que la proposition est celle-là. Oui, mais en même temps, moi je trouve la question très pertinente. Je me la posais aussi quelque part, c'est-à-dire, parce que bon, là, il y a un choix de scénario, le film s'appelle Le choix d'Ali, c'est-à-dire que quelque part, tu considères comme impossible l'impossibilité de pouvoir ne pas choisir, quoi. Hein. C'est-à-dire que ton personnage, il est condamné s'il ne choisit pas. Parce que sa famille n'accepte pas son homosexualité et voudrait que ça revienne comme s'il y avait plus rien, quoi. Non, mon cher ami. Non, mais vas-y. Non. Je vais me défausser un tout petit peu. Allez. Est-ce qu'on peut me le permettre? Vous me le permettez un peu de me défausser? Ce n'est pas mon choix, c'est le choix d'Ali. C'est ça, oui. C'est toi qui as écrit le scénario. En effet. Oui, mais il a écrit aussi les autres personnages. Ouais. Et alors justement, moi, par rapport à... Bon, on reviendra là-dessus. Non, mais il y avait l'effet volontairement d'électrochoc aussi. Oui. C'est-à-dire volontairement de dire oui. c'est une question de vie ou de mort. En fait. Et puis elle arrive de façon, on va dire, comme beaucoup de choses d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on parle de ça, mais peut-être après, sur les changements de situation, parce que les changements arrivent toujours de façon assez inattendue, beaucoup de choses. C'est jamais linéaire, progressif, c'est-à-dire c'est surprenant. Bon, ça aussi, c'est des techniques aussi d'écriture. Mais avant d'arriver à la structure générale du film, j'aimerais qu'on parle aussi, s'agissant de Ali, de son frère, le petit. Il me semble que ce frère-là est important. Il me semble que c'est très important. Non pas parce qu'il revient plusieurs fois, puisque sa sœur lui dit tu pars là tout de suite, tu vas pas voir Amine, il s'appelle, c'est ça? Tu vas pas voir. Et sa mère aussi, elle lui dit tu vas pas. Comme si le fait c'était même un peu démesuré par rapport, je veux dire, à la vraisemblance, quoi. Comme s'il y avait quelque chose chez ce garçon-là qui est vraiment extrêmement importante, qui ne l'est pas a priori, mais qui dans le film, dans l'essence du film, est intéressante. Parce que ce garçon-là, il est à la fois différent de son grand frère, mais il est différent du père aussi. C'est-à-dire que on le voit pas aller à la mosquée, c'est-à-dire c'est pas un garçon, c'est un garçon qui aime la mobilette, enfin il est comme tous les jeunes de ça. Mais en même temps, à un moment donné, il a une espèce de sursaut de traditionnalisme comme ça, quand au moment où Eric se fait agresser et qu'il se rend compte que c'est son copain, et à ce moment-là, il y a quelque chose qui sort de lui de très 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 violent, mais qui relève moins de la religion, peut-être qu'une espèce, comme le disait Amor tout à l'heure, une espèce de conservatisme social, quoi, par rapport aux autres. Je sais pas comment tu l'as conçu, ce garçon, parce qu'il m'a semblé quand même assez important. C'est-à-dire que ce qui est dramatique toujours, c'est que dans une famille, toujours on revient à cette cellule familiale, un fils homosexuel, c'est que toute la famille, je dirais, trinque. C'est-à-dire que toute la famille, tout le monde est en souffrance. Bien sûr, tout le monde est en souffrance et parce que quelle que soit l'idée de l'acceptation de l'homosexualité ou pas par une famille, il y a de la souffrance. Et donc, évidemment, ce gamin, ce petit garçon, a souffert. Et bien sûr qu'on se doute fort qu'il a compris pourquoi ils avaient déménagé, et il se doutait fort aussi de savoir de la raison pour laquelle son frère est parti à Paris. Donc c'est toujours ces souffrances. Et ce gamin essaie effectivement d'atténuer sa souffrance au début du film, mais elle est quand même un peu présente. Les premiers rapports sont rudes, âpres,
Et puis ensuite, il y a un vrai rapprochement, à nouveau une confiance qui s'établit entre les deux frères. Et le paroxysme, c'est quand ils vont manger enfin un kebab ensemble et qu'ils parlent de vraies choses et que c'est symbolisé par « ah ben oui, ma note en maths a augmenté », etc. C'est une vraie relation. Et à ce moment-là où il y a à nouveau une relation vraiment construite, à nouveau, c'est une nouvelle trahison. Parce que aussi, effectivement, on pense toujours que c'est toute une famille, parfois une communauté plus large, qui est impactée. Oui, oui. Ben, y compris la sœur. Bien sûr. Quand elle lui a posé une question, elle a abandonné ses études. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de secret, c'est-à-dire chacun enfuit. Tout à fait. Mais ça apparaît à un moment, quand il commence à lui poser des questions sur ses études, elle lui dit, on ne va pas parler de ça maintenant, et on comprend à ce moment-là qu'effectivement, elle a arrêté la honte. La chouma, comme ils disent ici. Elle lui dit, c'est la honte, et là, on comprend effectivement, et ça apparaît, ça sort comme ça d'un seul coup. Mais ce que je voulais dire, c'est que le garçon, à la fin, se révolte. Il ne va pas invoquer l'argument religieux. Non, voilà. C'est une, je dirais, une profonde colère, teintée d'une immense désillusion, d'une immense déception, de déception, d'une trahison. C'est ça, tu m'as trahi. Oui. C'est plus effectivement dans cette démarche-là. Et d'ailleurs, à cette occasion-là, effectivement, et tu l'avais à juste titre noté, où c'est la seule fois où on entend dire il le traite de PD, mais davantage un PD qui veut dire gros connard que homosexuel. Oui, tout à fait. Oui, oui, exactement. Sébastien, tu as d'autres questions, je crois. Oui, il y avait une question de Aurélie qui justement était frappée par le silence et l'absence de communication entre les personnages tout au long du film. Il y a des mots, dit-elle, qui ne parviennent pas à sortir. Qu'est-ce que ça nous raconte? Qu'est-ce que ça nous dit de leur situation? Aidez-moi. Ils sont là tous les deux, très sympas. Écoutez, vous êtes charmants, n'est-ce pas? Et je suis très content d'être avec vous. On aurait bien voulu participer à l'écriture. Oui, non, mais c'est sympa. Et tous les deux, vous me regardez. Ouais. Non, oui, donc, mais c'est l'impossibilité de communiquer sur ce sujet. Mais ça, c'est vraiment récurrent, c'est ce que je dis. C'est ça le problème, c'est qu'on n'arrive pas à... Alors, on va parler des tas d'autres choses, etc. On tourne autour du pot, mais il y a une impossibilité. Parce que, pour X raisons, pour plusieurs raisons, mais il y en a une aussi qui est sous-jacente, c'est que, eh ben, maintenant tu es guéri, on ne veut plus en parler. Donc, si on n'en parle plus, c'est que ça n'existe plus. Mais parce que évoquer ce sujet, c'est toujours, on parle toujours de la même chose, une grande douleur et un grand danger pour l'unité de la cellule familiale. Mais ça, c'est quelque chose de plutôt universel, il me semble. Oui. Les sujets qui dérangent le plus, c'est ceux dont on parle le moins. Oui, mais moi, il me semble, encore une fois, pour revenir à cette manière de faire du cinéma, qui est assez particulière, même comparée aux autres films dans le paysage cinématographique algérien, si on va parler comme ça, même si ce n'est pas toujours très pertinent, Amourakar appartenant à la fois au cinéma français, au cinéma algérien, il y a tout le temps et systématiquement des secrets chez les personnages. Et je dirais même que toutes les histoires sont des histoires de secrets qui auront du mal à tout le temps. C'est-à-dire toujours quelque chose de très enfui et de très profondément enfui. Et je dirais que la dramaturgie va consister tout le temps, en tout cas pour nous, spectateurs, à détecter un élément qui de temps en temps sort. Et jusqu'à la fin, les personnages ne sont pas épuisés, je veux dire épuisés au sens physique du terme, c'est-à-dire ils ne vont pas tout dire. Il y a toujours quelque chose qui demeure comme ça, secret. Ça, on le sent partout. Alors, ce qui est, de ce point de vue, il y a quelque chose de très intéressant que j'ai remarqué. Alors, tu me corriges parce que peut-être que j'exagère un peu. La mère, par exemple, la mère dont on comprend bien qu'elle sait, elle comprend, elle sent son fils. Même à la fin, elle l'a senti.
elle dit à sa fille, je le connais, c'est mon fils et je le connais, elle a sa valise, ensuite va le chercher, etc. Et la fille ne comprend pas. Mais à part ça, ce que j'ai remarqué dans la façon de filmer cette mère, c'est qu'elle est presque systématiquement, presque tout le temps, à part quelques moments, filmée de profil. Je ne sais pas si c'est un choix, un parti pris de mise en scène. Si tel est le cas, j'aimerais bien que tu... Parce que je la vois presque souvent, il y a des moments où on la voit comme ça, mais très souvent, elle est filmée vraiment comme ça, de profil. Moi, j'aime particulièrement beaucoup ces débats parce que j'apprends des choses sur mes propres films. Eh bien, je vais aller regarder à nouveau mon film. Mais dis-moi si c'est un fantasme. Un fantasme, non. Non, personnel, je veux dire moi, mon fantasme à moi, je projette quelque... Est-ce que c'est non, vrai? non, Oui. non. Mais non, mais je vais aller... Effectivement, je trouve ça extrêmement intéressant, cette réflexion, et je vais regarder et me dire, tiens, voilà. Mais je crois aussi, sans jouer le modeste, mais je crois qu'on ne maîtrise pas tout quand on fait un film. C'est illusoire. On sait très bien, d'ailleurs, nous qui sommes aussi à la technique, que c'est une addition de compétences, de talents, et que si parfois on peut revendiquer un peu les scénarios, ce qu'en font le comédien parfois nous échappe aussi. Et la lumière, on sait à quel point une lumière construite par un chef opérateur peut avoir une influence sur la perception de certaines choses, etc. Et le cadrage est la même chose. Donc, je ne crois pas qu'à titre personnel, on maîtrise tout. Et donc, je veux absolument croire, je veux bien croire ce que tu viens d'évoquer, qu'il y a des vues sur le profil davantage sur cette femme que des plans, que des vues de face. Voilà, tout simplement pour te dire, bah oui, je n'ai pas tout maîtrisé. Et d'ailleurs, j'ai jamais eu envie de tout maîtriser sur ce film-là. Et sur les autres aussi. Oui, il y a la part intuitive aussi. Hein. Ouais. Complètement. Animal. Heureusement. Heureusement, d'ailleurs. Juste pour rebondir un petit peu sur ce que disait Tahar, le personnage d'Ali est particulièrement silencieux. Même dans sa relation avec Eric, on voudrait qu'il s'exprime plus et qu'Eric comprenne, etc. Enfin, je veux dire, il casse un peu les relations par ses silences. Mais en même temps, ces silences font vraiment partie de ta cinématographie, quelque part. Je veux dire, on retrouve ça dans tous tes films, ce temps qui est pris, qui est quelque part offert au spectateur aussi pour qu'il intègre, qu'il se pose des questions, qu'il accompagne un personnage. Et moi, j'ai l'impression que ça participe de ce qui caractérise vraiment ton cinéma, qui est un retour en humanité des personnages. Où ce qui est important, c'est de les placer à ce niveau-là, quoi. Mais cette question du temps, elle est tout le temps posée, quoi. Je veux dire, le film prend le temps et propose au spectateur de prendre le temps, quoi. Oui, évidemment, je suis d'accord avec toi. Et parce que je pense aussi que parfois les silences en disent plus. Mais et effectivement, on peut dire que certains de mes films sont taiseux. On parlait tout à l'heure de La Maison Jaune ou de La Preuve. Ce sont des films assez taiseux. Les personnages parlent très peu. Et il en va de même aussi pour l'utilisation de la musique. C'est-à-dire, et par exemple, tout à l'heure, je regardais des courts-métrages, enfin, dans le cadre du panorama, et parfois, je trouvais des courts-métrages extrêmement intéressants, mais j'en avais marre de la musique. Vraiment, la musique, la présence de la musique me gênait en permanence des fois. Et effectivement, donc, c'est vrai qu'il y a, dans ce que j'ai fait, une économie de parole et une économie d'effets, et il en va de même pour la musique. On ne peut pas dire que mes films soient des films où la musique est omniprésente. Ce n'est pas le cas. Elle n'est pas omniprésente, mais elle est très présente quand même. C'est-à-dire que ton travail avec Joe Macera, que tu poursuis de film en film, et quand même, on sent l'approfondissement quelque part de ce travail. C'est-à-dire la musique du choix d'Ali est une sorte de musique douce comme ça, mais qui
qui accompagne énormément les mouvements de caméra, je veux dire, il y a une cohérence entre la musique et la mise en scène ou le déroulement du film qui est quand même assez remarquable. Et Joe Massera, c'est un personnage que tu suis ou qui te suit Oui, depuis. nous travaillons ensemble depuis les premiers films. Oui. Et à la fois, c'est parce qu'il y a, je crois, il y a une forme d'admiration réciproque. Et aussi, on en parlait tout à l'heure avec un festivalier qui avait vu les films précédents. Et effectivement, j'ai un plaisir aussi à retrouver des comédiens avec lesquels j'ai travaillé. Alors, effectivement, il y a un côté réconfortant, mais aussi, je leur propose d'interpréter d'autres facettes. Et aussi, ça permet de garder aussi son humanité qu'on peut exprimer dans un film, mais aussi dans la fabrication d'un film. Je pense qu'il y a aussi... Sébastien. Oui, alors une autre question de Michel, qui voulait savoir comment le film a été reçu jusqu'ici, et plus précisément par les jeunes. Est-ce que vous avez un retour, des retours là-dessus? Ben, Olivier, tu peux en parler un peu. Pas plus tard que cet après-midi. Oui, tu peux en parler un peu. On était au lycée avec Amor, donc ils ont regardé le film. C'était des jeunes qui n'ont pas trop l'âge de parler, c'est-à-dire ce moment de l'adolescence où on l'ouvre pas devant les autres. Et contrairement à cette caractéristique de cet âge, ils ont vraiment posé plein de questions. Moi, j'ai presque pas intervenu, j'avais pas besoin, hein, c'était direct, et j'ai trouvé que ça manifestait une compréhension du film assez remarquable, c'est-à-dire que le film passe, quoi. Après, les réponses d'Amor étaient très nettes aussi, hein, je veux dire, il a reparlé de ses suicides, etc. Et c'est sûr que c'est très frappant, quoi. Ouais. Tu veux ajouter quelque chose? Non, c'était un débat très intéressant et c'est vrai que je crois que c'est important de continuer ce travail que fait le Festival d'Apt avec effectivement de permettre à des lycéens de découvrir des œuvres parfois difficiles. Et c'est un vrai travail que faisaient auparavant, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, les ciné-clubs. Et je pense que plus tôt on ramènera nos jeunes, des jeunes vers une culture un peu différente de celle qui consomment en permanence sur leur téléphone ou ailleurs, mieux ce sera pour leur diversité culturelle et leur émancipation aussi personnelle. Donc, cette démarche que fait le festival en permettant à des films d'auteurs d'être vus, et c'était le cas cet après-midi, je trouve ça extrêmement positif. Et pour un réalisateur, c'est un vrai plaisir d'aller rencontrer des jeunes garçons et des jeunes filles, parce qu'effectivement, ils ne seraient pas venus d'eux-mêmes voir ce film. Alors, c'est un petit travail dans une région, mais ce qu'il y a, c'est que on est confronté à des films comme les tiens qui n'ont pas de diffusion, quoi. C'est-à-dire, toi, tu travailles en autoproduction avec des petits budgets, pour ne pas dire des très petits budgets, qui limitent énormément toutes les possibilités, non seulement du film, mais de sa diffusion. Et du coup, on est dans cette problématique. Voilà un film qui devrait passer partout, qui est important, qui dit des choses importantes aujourd'hui par rapport à un discours médiatique qui est quand même assez violent et qui finalement a très peu de visibilité, quoi. Oui, très très peu, c'est le cas c'est le moins qu'on puisse dire. En plus, il y a le Covid, là. Oui, Ouais. indépendamment du Covid, c'est quand même des films qui ont une durée de vie dans les cinémas très limitée,
qui sont des films d'une grande fragilité. Ce sont des films, effectivement, dont on n'entendra jamais parler, ou si peu, et qu'ils parviennent à exister grâce à de grands passionnés de cinéma et à des directeurs de festivals. Ensuite se pose la question, toujours l'éternelle question, est-ce que c'est important pour moi de faire ce film à ce moment-là? Parce que, évidemment, qu'on sait très bien qu'en partant avec un budget dérisoire, on sait très bien que ça va être ce qu'on appelle habituellement, communément, le parcours du combattant. Moi, j'ai pensé que c'était important que ce film-là existe. Et puis, aussi, on croit toujours au miracle, puisqu'il y en a bien eu un qui s'est déroulé pour la Maison Jaune. On se dit, pourquoi pas pour celui-là? Hélas, peut-être que les temps ont un peu changé. En tout cas, du côté des spectateurs et spectatrices, les commentaires sont nombreux et vous confortent dans l'idée qu'il faut continuer parce que pour eux, c'est effectivement un sujet important, actuel, nécessaire d'en parler. Nicole, notamment, ajoute aussi que souvent, c'est la culpabilité qui est un élément qui revient dans les familles, qui fait que du coup, ils se sentent responsables et font que... Pardon, je dis en même temps. Et qui fait qu'effectivement, ce sujet reste tabou, finalement, pour un grand nombre de familles. En tout cas, ils partagent votre urgence à parler de ce sujet-là. Nécessité, oui, absolument. Si on parlait un peu parce que je pense qu'un personnage aussi important, c'est la sœur, qui évidemment est plus... Peut-être que c'est celle qui parle le plus, elle est la plus extérieure. Elle joue très bien. Oui. Excellent. Oui. Et c'est elle qui fait le lien. C'est elle qui, au départ, quand il y a eu le premier conflit, enfin, entre le père, quand le père découvre que son fils est là, c'est elle qui est entre les deux. Et elle joue souvent ce rôle-là. Je ne sais pas. Oui, non, tu as raison. C'est elle qui a maintenu l'édifice debout. C'est elle qui a fait qu'on voit toute la tendresse qu'elle a pour son papa. Et elle s'occupe de son petit frère. Elle s'occupe de son petit frère. On voit la relation privilégiée qu'elle a effectivement et de complicité avec son petit frère. Et que on peut imaginer que devant le désarroi, le mot n'est pas assez fort des parents quand ils ont découvert, c'est probablement elle qui a veillé à maintenir cette famille soudée. Et ça se sent puisqu'elle a un rôle, je dirais, sans être omniprésente, mais un rôle... c'est elle qui fait le lien. C'est elle qui fait le lien dans la famille entre tout le monde. Oui, elle lui dit, tu restes pour voir ton rôle, etc. Et c'est elle qui, à la fin, en fait... oui, bien sûr. C'était toujours... Et là aussi, pour moi, c'était important... j'en reviens toujours à cette plongée dans une famille maghrébine, de montrer cette jolie actrice en plus, voilà, et que c'était quelqu'un de bien, et que c'est quelqu'un de bien. Donc, voilà, toujours éviter ce côté caricatural qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on ne connaît pas. Et que c'est souvent plus simple et que, en tous les cas, dans la présentation et les personnages. Oui, éviter sortir de la caricature, c'est rentrer dans la complexité. Forcément. Oui, mais c'est plus intéressant. Tout à fait. Je me souviens, une fois, j'avais interviewé Fawzi Ben Saïdi. Il m'avait dit une phrase qui m'a complètement marqué. Et il disait, c'était à propos de moi, je me souviens. Et il disait, la beauté des hommes, c'est leur faiblesse. Et je trouvais ça très très fort. Ça m'est resté comme ça toujours. Et je trouve que le personnage d'Ali répond vraiment ça. C'est-à-dire que si cette fin dramatique
fonctionne quelque part, et j'ai vu que ça fonctionnait avec les jeunes tout à l'heure au lycée, c'est-à-dire ils ont poussé un cri, etc. Ils sont pris dans l'histoire. Ça veut dire que ça fonctionne, ça veut dire que le personnage existe quoi dans leur cœur quelque part. Et s'il existe, c'est parce que justement il n'est pas du tout caricatural et qu'il est parce que ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Je veux dire, quand il se fait traiter de pédé, en fait, c'est qu'on lui dit il est lâche. Hein. Bien sûr. Et donc cette faiblesse, elle fait aussi partie de cette difficulté qu'il a à faire un choix, de se placer dans la vie, d'avoir le courage d'exister là-dedans. Et voilà. Donc ça, je trouve que cette dimension est vraiment importante et est présente dans ton élaboration scénaristique dans tous tes films, quoi. Oui. Mais alors, parce que moi je parlais tout à l'heure c'est vrai que c'est très romanesque. C'est vrai que ça tire vers le récit romanesque. Et ce qui me frappe personnellement, ce que je remarque entre autres dans le film, c'est que lorsque Eric se fait agresser, Ali le voit et ne va pas à son secours. Hein, il n'arrive pas. Et à la fin du film, quand Ali revient à Paris et qu'il trouve la valise de fête, etc., il doit repartir, il passe devant la laverie où se trouve Eric, et Eric le voit et ne l'appelle pas, quoi. C'était comme une réplique, quoi. Voilà. C'est une réplique, mais vraiment d'écriture, quoi. Ça, c'est. Alors, justement, je voudrais à ce niveau-là, et j'ajouterai une autre remarque pour vraiment. J'aimerais bien savoir comment, du scénario à la mise en scène, comment ça se passe exactement, parce que c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Dans l'évolution de l'action, dans ce film-là, en particulier, il y a comme des ruptures, il y a comme des choses qui sont inattendues. D'abord, évidemment, l'AVC, hein, bien sûr, ça c'est un élément déclencheur, mais la fin, qui est assez très inattendue, évidemment. Le fait que cette femme-là qui vient amener le café au début, le café, etc., et dont le mari lui reproche de ne pas avoir amené de café, après on se rend compte qu'effectivement c'était une fille avec laquelle il avait une relation. Il y a tout le temps une manière de différer les événements, de sorte que on est à chaque fois surpris. Il n'y a pas une progression, mais ça aussi c'est de l'écriture. C'est évident que c'est de l'écriture. Et alors moi, ma question est, c'est un sentiment que j'ai, mais dis-moi, parce que j'ai l'impression, je n'ai pas lu les scénarios, mais je ne sais pas comment tu les écris, j'ai l'impression que les scénarios sont écrits comme des romans, des textes littéraires, et que ça se sent, en tout cas moi je le sens dans le film. Je ne sais pas comment en général tu procèdes par rapport à ça, entre l'écriture du scénario et la mise en scène. Alors, tu sais très bien que le scénario qui devient un film, c'est souvent la version 10, 12, 13, 14. Donc, l'écriture évolue, évidemment. Mais et je crois qu'aussi, par rapport à chaque film, je dirais qu'il y a dans ce cas-là, il y avait un exercice qui m'intéressait beaucoup, qui était de poser, je dirais pas quelque chose qui semblait anodin, et d'un seul coup, plus tard, donner une importance à cet élément qui est anodin. En fait, tout ce que je montrais avait, je voulais qu'il y ait un sens. Tu citais l'exemple de cette jeune femme qui apporte le café de façon anodine, et on retient davantage la phrase quand son mari lui dit « mais parle en arabe », mais on aperçoit très discrètement l'échange de regards. Et ensuite, on apprend. C'est-à-dire qu'il y avait cette volonté de poser des choses
et de ne pas forcément avoir les réponses tout de suite. C'est-à-dire que pourquoi cette personne, pourquoi ceci, etc. Donc il y avait cette volonté. Ensuite, on peut parler un peu plus longuement du travail de scénario. Donc effectivement, j'ai écrit le scénario de La Maison Jaune en un mois. Et je crois que c'était un heureux accident. Je pense que pour ceux qui nous écoutent ou ceux qui ont envie de faire du cinéma, je pense que ça peut être intéressant pour un réalisateur qui aussi écrit sa propre histoire, de s'entourer de collaborateurs, de scénaristes. Son espace à lui, sa volonté, son désir de dire les choses grâce aux autres seront renforcés, plus clairvoyantes, plus claires. Et je pense que vraiment, si je pouvais donner ce conseil-là, c'est de ne pas avoir peur dès lors qu'ils sont réalisateurs, mais aussi qu'ils ont cette idée, cette volonté d'aborder un sujet, de ne vraiment pas avoir peur de s'entourer d'autres. Et d'aucune façon, ils ne détourneront le sujet, mais bien au contraire, ils pourront être source d'inspiration, d'enrichissement et de grandeur de l'idée originale. Voilà. Et peut-être que, c'est pas le lieu ni le moment, mais peut-être que j'ai essayé, je ne suis pas arrivé, de travailler sur ce scénario. Moi, je ne suis pas homosexuel, mais j'avais envie d'aborder ça. Et je me suis dit, le sujet est complexe et compliqué. Donc, j'ai essayé de me renseigner par tous les moyens. J'ai essayé de lire. J'ai essayé de rencontrer d'aller dans des bars gays, rencontrer des garçons homosexuels. Ça a été extrait de confession musulmane. C'est extrêmement difficile. Et puis, finalement, je me suis résolu à travailler tout seul. Et 6 mois après la sortie du film, à Besançon, au cours d'une soirée, j'ai rencontré un garçon qui est venu me voir et qui m'a dit bah, « Tiens, je suis allé voir ton film lors de la sortie en salle. » Et il me dit « Ouais, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. » Et on s'est mis à parler. Et à noter que ce garçon est français de confession musulmane et qu'il était homosexuel. Il m'a raconté son histoire. J'aurais aimé le rencontrer avant de faire le film. Est-ce que tous tes scénarios sont écrits à une seule main ou bien est-ce que tu travailles avec d'autres personnes régulièrement? Alors, j'ai travaillé avec Florence Bouteloup en ce qui concernait Celle qui vivra et La preuve. Mais je me rends compte que c'est difficile, comme on le disait tout à l'heure avec Tahar, c'est très difficile de tout maîtriser, les plans, etc. Et je pense aussi que c'est très difficile de maîtriser la réalisation, le scénario. Bon, ce n'est pas un cinéaste d'auteur, certes, mais ça reste un cinéaste que tout le monde connaît et qui a fait d'excellents films malgré tout. Je pense à Clint Eastwood, mais il n'écrit pas ses scénarios. Ouais, mais par contre, effectivement, entouré de scénaristes, de collaborateurs. Et je crois que il ne faut pas avoir d'a priori. Donc, effectivement, mon souhait aujourd'hui, plus que jamais, c'est de ne plus travailler seul sur les scénarios. Il y a vraiment cette envie, et sachant que ça ne peut qu'agrandir ce que je disais tout à l'heure, enrichir le travail. On ne vous vole rien en venant travailler avec vous. Voilà, donc je suis aussi aujourd'hui prêt et dans cette démarche-là. Donc, à l'avenir, je souhaite travailler avec d'autres, même si c'est des petits ateliers d'écriture. Je pense que ça
Par exemple, j'aurais eu Tahar avec moi, j'aurais certainement peut-être travaillé différemment. En tous les cas, je ne pense pas que le sujet aurait perdu de sa richesse, bien au contraire. C'est intéressant que tu parles d'Eastwood parce que moi, je me souviens de ce que disait Jean Douchet de sa mise en scène. Il disait que c'est une mise en scène qui n'apparaît pas, qui est d'une telle fluidité qu'on a un mal fou à voir où sont les éléments de mise en scène. Et je trouve que dans ton cinéma, sans forcément le comparer à Eastwood, bien sûr, mais il y a une fluidité comme ça. Je veux dire, il y a jamais un à-coup, il y a jamais quelque chose où on se dit tiens là il a fait ça, où tout est, où on sent bien que le sujet est premier quelque part et il est à traiter avec le temps dont on parlait tout à l'heure et avec presque une douceur d'abord comme ça quoi, qui fait que voilà, on est dedans et que c'est l'humanité qui va ressortir en premier, comme on le disait au départ. C'est-à-dire j'ai l'impression que ta volonté, en termes de mise en scène, se situe à ce niveau-là. Oui, oui, absolument. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté de rester, je dirais, à dimension humaine de mes personnages et que je ne suis pas un adepte de ce qu'on appelle des effets. Et donc, effectivement, je trouve en plus, Tahar évoquait tout à l'heure cette dimension romanesque que j'assume. Hein, et effectivement, il y a une forme d'incompatibilité entre cette dimension romanesque et des effets qui parfois peuvent être superficiels. On se retourne vers notre cher ami. Eh bien, le modérateur n'a pas de questions et de commentaires à transmettre. D'accord. J'ai fait une petite relance, mais effectivement, tout le monde semble sans voix face à tout ce qui a été dit ce soir. Bon, c'est vrai qu'on a déjà 1h10 de débat et que l'heure est tardive. Bah, écoutez, merci Tahar, merci beaucoup Amor de nous avoir accompagnés dans cette réflexion et merci pour ton film, merci pour ta filmographie parce qu'on a eu, je crois que c'était un plaisir de pouvoir l'aborder d'une façon un petit peu plus précise. Et merci à vous tous, bien sûr, de nous suivre jusque-là et de suivre le festival qui continue, puisque demain, nous avons un autre film. C'est un film très profond, très puissant, très dramatique, je dirais, mais dramatique dans le bon sens, qui est une Tarabana, donc de François Voukoach. François Voukoach, qui est un réalisateur camerounais qui s'est fixé au Rwanda, et qui depuis une dizaine d'années, sinon plus, fait un travail remarquable de formation des réalisateurs sur place et de mémoire. Et donc le film qu'on va voir demain est le troisième d'une trilogie qui est véritablement une question de mémoire sur la question du génocide et notamment centré sur des personnages de femmes qu'on appelle les justes, c'est-à-dire celles qui ont eu le courage du choix, c'est-à-dire qui ont hébergé, sauvé, etc., des gens qui étaient condamnés à la mort. Voilà, donc c'est un film absolument à voir, découvrez-le, il est extrêmement émouvant, magnifiquement fait. Il sera accessible à partir de 16h. Et il sera accessible à partir de 16h, et donc à 22h, on aura l'occasion d'en parler en Zoom avec François Voukoach. Merci à tous et merci. À très vite dans cette discussion. Bonne soirée encore. Merci.